présenter un livre, votre premier livre. Alors, ce livre parle d'un sujet un petit peu connu, hein. Il y a eu des milliers de livres sur ce sujet-là. Alors, votre livre s'appelle « La franc-maçonnerie en Saône-et-Loire au XXe siècle ». Vous pouvez nous le montrer peut-être? Voilà. C'est le premier ouvrage d'ailleurs qui paraît sur ce sujet, c'est-à-dire une étude sur les loges maçonniques dans un département au XXe siècle. Pourquoi le XXe siècle, vous me direz? Oui, pourquoi pas le 19e oui. Ou le 18e. Et ça a déjà été fait partiellement par les Desbrosses, par monsieur Jean-Hugues Tatroux. Donc, pourquoi le XXe siècle? Parce que c'est un siècle. Alors déjà peut-être avant de parler du siècle, de la date, pourquoi faire encore un livre? Il y en a des milliers, hein, sur les symboles, sur les obédiences, sur l'histoire de la maçonnerie, sur les loges anglaises, françaises, etc. Pourquoi encore un nouveau livre sur la maçonnerie? Eh bien, sur la franc-maçonnerie en Saône-et-Loire, cela n'a jamais été fait, c'est le premier point. Le second point, j'ai constaté que nous avions, nous francs-maçons, une certaine méconnaissance de notre histoire. Par exemple, lorsque j'évoque avec des frères et des sœurs, qui est Monsieur Corneloup. Monsieur Corneloup, cet enfant né à Laclette, qui certes n'a jamais été franc-maçon en Saône-et-Loire, puisqu'il a quitté le département à l'âge de 10 ans pour résider à Soissons, est un illustre frère du Grand Orient de France, dans lequel il a été initié, je tiens à préciser, à l'âge de 20 ans, alors qu'il n'était pas majeur, et qui a écrit énormément de livres, une quinzaine, sur la franc-maçonnerie. Corneloup est né à Laclette, comme je le disais tout à l'heure, d'un fils de franc-maçon, tanneur, et c'est le seul bourguignon à avoir un temple qui porte son nom au Grand Orient de France, rue Cadet. Et lorsque j'évoque Monsieur Corneloup avec des sœurs ou des frères, en Saône-et-Loire, on me regarde de haut. Donc on comprend bien que votre livre a pour objectif de présenter des frères et des sœurs qui ont vécu au XXe siècle ou qui sont morts au XXe siècle, et l'histoire. Alors pourquoi vous intéressez à ces gens? Ils ont peut-être des choses intéressantes, mais pourquoi faire un livre là-dessus? Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet précis? Je veux dire, dans cet ouvrage, il y a des parcours totalement différents. Exemple, monsieur Théo Bretin, qui n'a pas été franc-maçon, mais qui avait demandé son entrée en loge, qui a été refusé en 1924, et qui a suscité une bronca dans le département. Il était maire de Chagny, monsieur Théo Bretin. Alors certes, il avait été opposé fortement à la franc-maçonnerie au début du XXe, mais après, il est devenu plus centriste, dirions-nous. Puisque nous parlons de Chagny, Oscar Morin, retenir ce nom, Oscar Morin, instituteur à Chagny, directeur d'école, persécuté entre guillemets par monsieur Théo Bretin. Mais Oscar Morin, et nous fêtons le 80e anniversaire de la libération en cette période, a été le premier maire de France à démissionner lorsque le maréchal Pétain est devenu président de la République. Monsieur Oscar Morin est devenu par la suite président du Conseil général, certes non pas de Saône-et-Loire, mais de sa Charente natale. Allez à Chagny et demandez qui était Oscar Morin, on vous fera de grands yeux. Et pourtant, durant 20 ans, Oscar Morin a été un directeur d'école exemplaire, laïque, à Chagny. Alors, donc, vous avez un devoir de mémoire, c'est ça, hein? Vous nous dites, ces gens-là ont existé, ils ont fait des choses intéressantes, ils sont oubliés, donc moi j'ai le devoir d'en parler. Mais des gens intéressants en Saône-et-Loire, historiquement, culturellement, il y en a. Alors pourquoi des francs-maçons? Pourquoi? Parce que ils sont oubliés, à mon avis, c'est le premier point. Ouais. Deuxièmement, ils ont, dans leur engagement à l'époque, francs-maçons, c'était se retrouver, notamment dans la première moitié du XXe siècle, avoir son nom publié par le journal La Croix ou par le journal et par le Courrier de Saône-et-Loire. C'était vraiment, j'allais dire, c'était un engagement souvent public, contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être plus public d'ailleurs qu'aujourd'hui.
Et il m'a semblé intéressant de rendre hommage à ces... Mais aussi, il y a des illustres inconnus. Hein. Oui. Dedans, j'ai des frères, des francs-maçons qui ont été tués à la guerre de 14-18, qui sont complètement oubliés. Et ce livre fait aussi le point sur l'ensemble des obédiences et des loges implantées dans le département. Il y en avait 7 en 1900 et il y en avait une trentaine à l'aube de l'an 2000. Alors, on peut dire aussi, hein, parce que c'est pas un secret, que cet intérêt pour la franc-maçonnerie est dû aussi au fait que vous êtes vous-même franc-maçon. Je suis moi-même franc-maçon depuis 35 ans. Voilà, donc c'est un peu normal que vous vous intéressez à la franc-maçonnerie et vous avez expliqué pourquoi il était normal de parler des frères et sœurs qui ont disparu de leur histoire. Alors votre livre se présente comment et se compose comment? La première partie de cet ouvrage est consacrée justement à l'antimaçonnisme. L'antimaçonnisme qui n'est pas uniquement le fait des catholiques au début du XXe siècle, mais aussi, et en Saône-et-Loire, c'est une particularité, de la part de socialistes. Les socialistes de ce département, en 1906, dans un congrès qui a lieu à Digoin, se prononcent farouchement contre la franc-maçonnerie. Et parmi eux, M. Lucas Rouge, qui deviendra par la suite maire de Digoin, M. Théo Bretin, mais aussi un Chalonnais, M. Raquillet. Raquillet a un parcours assez surprenant. Il est maire de Mercurey, c'est lui qui finance la SFIO, et il est premier surveillant de la loge des Vrais Zélés en 1900. Raquillet démissionne en 1901, c'est un proche de Jean Richard, qui deviendra par la suite maire de Châlons. Qui était franc-maçon. Raquillet est condamné en 1908 pour ne pas avoir affiché le drapeau bleu, blanc, rouge à la mairie de Mercurey et pour propos antimilitaristes. Il est traduit par le ministère de l'Intérieur aux assises. Il sera par la suite exempté de condamnation. C'est dire un parcours, M. Raquillet, un parcours aussi intéressant. Alors, votre première partie, hein, vous pouvez montrer... La première partie... Donc c'est un peu l'histoire de la franc-maçonnerie en Saône-et-Loire. C'est-à-dire l'histoire, les loges, le nombre de loges, où elles étaient, leurs noms, etc. Les personnages. Les personnages qui ont marqué, voilà. Parmi... j'ai la lettre de demande d'admission de M. Raquillet que je reproduis dans cet ouvrage. Oui, parce que c'est un ouvrage où il y a non seulement du texte, évidemment, oui, c'est un livre, mais il y a beaucoup d'illustrations. Combien d'illustrations? Une centaine. Alors c'est quoi ces illustrations? Des photos. Des photos de quoi? Des photos de temples, des photos de francs-maçons. Parmi les photos de francs-maçons, j'ai par exemple retrouvé la photo du maire de Saint-Marcel, M. Jarreau, qui a participé... M. Jarreau, dont la fille est maire... Non, M. Jarreau, J-A-2-R-E-M. D'accord, un autre Jarreau, donc. Un autre Jarreau, qui était maire de Saint-Marcel, qui était un commerçant, et qui est devenu maire en 1937, et qui est resté, lui, maire durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai la photo aussi de M. Martin. Monsieur Martin. Fernand Martin, sans doute, est un franc-maçon illustre, méconnu. Fernand Martin est né dans le Jura. Il était secrétaire de mairie dans une petite commune de Jura. Il passe des concours, il devient secrétaire général, il devient employé ensuite de la sous-préfecture de Louhans, puis est affecté à la sous-préfecture de Châlons. Dans les années 30, il rejoint la loge Les Vrais Zélés du Grand Orient de France à l'Orient de Châlons. Et M. Martin, au moment de la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1945, est maintenu dans ses fonctions de secrétaire général de la sous-préfecture de Châlons. C'est un bon radical socialiste et il aide des résistants à passer la ligne de démarcation entre 1940 et 1943. Parmi les personnes qui l'aident, il y a Joséphine Baker. Comment ces renseignements j'ai pu les obtenir? Oui. En rencontrant la fille de M. Martin, qui était elle-même franc-maçonne.
au sein de la Grande Loge féminine de France, dans l'Est de la France. Elle est décédée malheureusement depuis. Monsieur Martin a été aussi, avec Monsieur Combas, qui est un autre franc-maçon, avocat à Châlons, des piliers de la loge des vrais zélés, même s'ils n'ont pas occupé de responsabilités importantes au sein de leur loge. Alors, ce que vous nous dites là, c'est un peu la deuxième partie. C'est un peu la deuxième partie. Parce que donc la première partie, c'est l'état de la franc-maçonnerie en Saône-et-Loire, le nombre de loges. Alors, il y avait combien de loges au début du XXe siècle et à la fin? Il y avait 7 loges en 1900, Ouais. dont à Autun, Paris-le-Monial, Châlons, Mâcon. Châlons, une particularité, il y a eu 2 loges à Châlons. Ce qui n'était pas le cas à Mâcon, ou à Autun, ou à Paris-le-Monial. Et à l'aube de l'an 2000, il y en avait une trentaine. Alors, de quelles obédiences? Toutes les obédiences sont présentes? Quasiment toutes les obédiences sont représentées dans le département à partir des années 1980. À partir de 1980, s'implante la première loge féminine à Mâcon en 1981, puis une loge mixte à Châlons du droit humain, Pamina Tamino, important aussi à préciser, qui est mixte. La mixité n'existait pas dans le département. Alors dans le département, il y a eu la présence du droit humain entre 1923 et 1930 à Montchanin. Une loge qui, pour la petite histoire chalonnaise, a eu pour vénérable Monsieur Michelot. Alors Monsieur Michelot, c'est important, pour dire qui c'est ce monsieur. Oui, Michelot. C'est un agriculteur d'Essertène. Essertène a eu pour maire Monsieur Lagrange, Monsieur Roger Lagrange, Qui était devenu maire de Châlons, c'est ça? qui est devenu maire de Châlons en 1965, a remplacé Monsieur Michelot en 1959 à la mairie d'Essertène. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, on apprend que Monsieur Roger Lagrange était secrétaire de mairie à Essertène avant, et que sa femme a été conseillère municipale dans ce village entre 1945 et 1959. Alors, on sait qu'il y a eu une période trouble dans la maçonnerie pendant la présence des nazis, enfin des Allemands, des nazis, et que la Saône-et-Loire, c'était une ligne de démarcation. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de francs-maçons, ou de francs-maçons, plutôt à l'époque peut-être que des francs-maçons, qui ont été arrêtés et déportés? Alors, il y en a eu, à ma connaissance, il y en a eu 5 de déportés. Angebault, Monsieur Angebault, militant communiste, qui était franc-maçon à Mâcon et qui était professeur à l'école des Gazards à Mâcon. Ils ont été déportés parce qu'ils étaient francs-maçons ou pour d'autres raisons de résistance, par exemple? Pour des faits de résistance. D'accord. Mais s'ils sont engagés en résistance, c'est parce qu'ils avaient un engagement assez fort En maçonnerie. en maçonnerie. À Châlons, il n'a pas été déporté, je pense à Gossot. Mais Gossot, par exemple, qui était vénérable, connu, hein, vraiment, tous les Chalonnais savaient que M. Gossot était franc-maçon. Gossot et un de ses amis, Fernoux, ont été menacés plusieurs fois par la milice. Ils étaient régulièrement contrôlés, y compris par les gendarmes, pour connaître leur emploi du temps. Monsieur Gossot n'échappe pas, contrairement à son ami Fernoux, en 1944, à une rafle imposée par la milice. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans le 80e anniversaire de la Libération, en juin 1944, au moment de cette rafle, les 5 Chalonnais et un habitant de Givry, qui ne s'étaient pas particulièrement distingués pour des faits de résistance, avaient été arrêtés, et le conseil municipal de Châlons avait menacé de démissionner si ces 6 personnages n'étaient pas relâchés. Ça se déroulait en juin 1944. C'est un fait suffisamment important à souligner qui, me semble-t-il, a été oublié en cette année du 80e anniversaire. Alors, quelques 5 francs-maçons qui ont été arrêtés, déportés, fusillés. Non, pas de fusillés. Déportés. Déportés, oui. Ils sont revenus vivants. Ils sont revenus vivants. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres francs-maçons qui sont entrés dans la résistance? Il y en a beaucoup. Je suis incapable de dire le nom. Oui, mais il y en a un certain nombre. Un certain nombre. Et parmi eux, un habitant de Bourg-Père-en-Bresse, qui lui
Il était né à Bourg-Père-en-Bresse, il va en Savoie, il organise des mouvements de résistance en Savoie, il s'appelait Monsieur Blanchot. Monsieur Blanchot est revenu en 1945 en Saône-et-Loire. Il a d'ailleurs été candidat plusieurs fois à des élections, mais sans succès pour la SFIO, y compris au sénatorial. Et Monsieur Blanchot est décédé dans les années 80, mais il est complètement oublié. Et pourtant, c'est lui qui était l'unificateur des mouvements de résistance en Savoie. Alors, donc, on a bien compris par vos exemples qu'il y a plein de portraits de francs-maçons et un peu moins de francs-maçonnes, puisqu'elles sont arrivées plus tard, après. Est-ce que dans ce livre, on apprend comment fonctionne la maçonnerie, les obédiences, les loges, etc., ou pas? Pas du tout. Mon but n'est pas de... Je pense qu'il y a suffisamment d'ouvrages, d'articles. En plus, il suffit d'aller sur Internet. Comment je veux rentrer en loge? Oui, puis on rappellera à nos téléspectateurs que Chalon TV a fait un reportage. Un excellent reportage, d'ailleurs. Un excellent reportage sur la maçonnerie. Alors, donc là, vous nous montrez... Attendez, par contre, vas-y. Je donne les cartes avec les noms, pas les jours de tenue, parce que alors là, vous imaginez. Mais je donne l'ensemble des loges dans le département avec des cartes. Les loges actuellement ou... Les deux, en général. Oui. Celles qui ont été dissoutes, je pense à Tournu par exemple, qui a été dissous dans les années 20, je pense à Autun, et je pense à Louan, il n'existe plus de loge maçonnique. Donc il y a des cartes avec le nom des loges d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Et donc il y a donc les loges actuellement. Est-ce qu'il y a les adresses? Non. Ah, vous donnez pas les adresses Je donne pas les adresses. Par contre, l'adresse du 46 Grand Rue, elle est connue. Hein. Donc on rappelle que c'est un temple de la GLTSO. Oui, actuellement de la GLTSO, mais qui a appartenu longtemps à la Grande Loge de France. Mais vous savez, en 1930, le Grand Orient à Châlons a organisé des réunions publiques au théâtre rue aux Fèvres, avec d'ailleurs la Grande Loge de France, c'est à souligner. Donc est-ce qu'on peut dire que avant la guerre 40, la maçonnerie était plus visible que maintenant? Je pense qu'elle est plus visible. C'est vraiment. Oui, c'est un avis personnel. Un avis personnel. Je peux être contesté là-dessus. Je mets le débat. Ouais. Première partie, un petit peu l'état des lieux de la maçonnerie au XXe siècle en Saône-et-Loire. Et deuxième partie, deuxième partie. Enfin, plusieurs parties ensuite par bassin de vie. Le bassin minier avec la loge des Ailets à Blanzy. Vous racontez un petit peu l'histoire des loges aussi? L'histoire des loges. Par exemple, à Blanzy, le premier vénérable, c'est M. Gabu. M. Gabu, dont l'un des petits-fils, aujourd'hui, est un dignitaire de la Grande Loge de France à Lyon. M. Gabu, qui a été journaliste ici, dans cette ville, dans les années 60. Le Mâconnais, bien entendu, avec plusieurs loges, puisque le Grand Orient compte deux loges à Mâcon, parrémonial, avec une renaissance de réveil charolais dans les années 90. Autun, alors difficile de ne pas parler d'Autun. Autun, où il y a une figure emblématique, enfin il y en a plusieurs de figures emblématiques à Autun. Un ancien maire d'Autun est devenu grand maître de la Grande Loge de France au début du XXe, et plus récemment, plus près de nous, l'abbé Jean-Claude Desbrosses, qui a rejoint la Grande Loge nationale française avec l'accord de son évêque à l'époque, Monseigneur Le Bourgeois. On rappelle quand même que les catholiques, les prêtres sont catholiques forcément, ne peuvent pas être francs-maçons d'après les décisions répétées des papes. Alors d'après une bulle papale. Répétée, quand même par d'autres papes. Répétée, reprise par d'autres théologiens aussi. Donc ce curé était un peu un dissident de son église. Si on peut dire. Mais avec l'accord de son évêque. Avec l'accord de son évêque, quoi qu'en pensent aujourd'hui certains catholiques bontins de nos paroisses. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a environ un tiers de catholiques qui fréquentent les loges. Non. Donc ils ne respectent pas les décisions de leur pape. Après, chacun est libre, de ses décisions. Et de bonnes mœurs.
Alors, quelle est l'obédience qui domine actuellement dans notre département? Qui a le plus de loges et donc de frères ou de sœurs et de sœurs? Je pense que c'est le Grand Orient. Un Grand Orient qui toutefois se fait un peu discret. Peut-être un peu plus discret qu'ailleurs. Je prends un exemple. Sur l'extrême droite, il y a eu longtemps, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, un observatoire départemental de l'extrême droite. Eh bien, il n'y avait qu'une loge en Saône-et-Loire, du Grand Orient de France, qui avait rejoint cet observatoire départemental. Une loge sur combien? Sur 10. Sur 10. Ah oui. Oui, c'est assez curieux. Donc le Grand Orient en Saône-et-Loire est plutôt relativement discret. Discret. Alors, mais ce sont les plus nombreux. Donc, et après? Grande Loge de France, Grande Loge nationale française, je pense que ça se tient. Et après, les loges mixtes? Les loges mixtes, droit humain, notamment, Grande Loge mixte de France. Donc, on voit que vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de documents, des photos, plus de 100 photos. Comment vous avez fait pour faire ce livre? Combien de temps vous avez mis? Et comment vous avez fait pour trouver tous ces documents? Alors, rassembler ce qui était part, c'est un objectif de la franc-maçonnerie. Donc vous avez bien fait là. Donc j'ai tenté de rassembler. Alors comment j'ai fait? J'ai visité les cimetières. J'en ai visité plus de 300. De Saône-et-Loire. De Saône-et-Loire. Pour retrouver, effectivement, alors des fois il y avait des tombes avec un équerre, un compas. Exemple, à Saint-Boal, il y a un équerre, un compas, mais ce n'est pas un franc-maçon, c'est même pas un compagnon, c'était le marbrier de Saint-Jean-Goul national. D'accord. Parce qu'il y a l'époque où on mettait les outils utilisés par les morts. Donc, et j'ai essentiellement dépouillé la presse locale, le Progrès, mais aussi le Courrier de Saône-et-Loire. Donc vous avez été aux archives départementales? Aux archives départementales, mais aussi aux archives des obédiences. J'ai fait l'ensemble des archives du droit humain, de la Grande Loge de France, du Grand Orient de France, de la GNLF, de la GLTSO. Donc les obédiences vous ont autorisé à aller consulter leurs archives parce que vous êtes franc-maçon ou est-ce que tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aller voir? Tout le monde peut aller voir. Tout le monde peut savoir qui est franc-maçon au XXe siècle? Non, parce que les archives s'arrêtent jusqu'aux années 80. D'accord. Et j'ai respecté cette date. Enfin, j'ai fait des digressions après, mais j'ai consulté des familles, y compris récemment, pour les personnes qui étaient décédées. Je dois citer que 4 ou 5 noms de francs-maçons en activité. Un frère, Curgère de Mâcon, qui a écrit un ouvrage sur la franc-maçonnerie à Caen. J'ai cité Jules Kunowski, qui est actuellement au Grand Orient de France, membre du Conseil de l'Ordre, qui a habité Châtellon-le-Royal, qui était ici, dans cette ville, au lycée. C'est les seuls noms que je dévoile. Donc tous ces noms que vous dévoilez du XXe siècle, qui sont en général tous morts. Eux, ils sont tous morts. Tous morts. Bon. Donc vous avez eu l'autorisation de leur famille, vous avez fait comment par rapport à ça? J'ai sollicité des familles pour celles et ceux qui étaient décédés depuis moins de 30 ans. Et autrement, c'est de tomber dans le domaine public. D'accord, donc vous avez... J'ai quand même essuyé une dizaine de refus pour des raisons essentiellement professionnelles. Je pense à un commerçant de cette ville, notamment. Ses enfants n'y tenaient pas, la femme était plutôt favorable, mais pas les enfants pour des raisons commerciales. Ses opinions sur rue. D'accord. Et les photos, on voit des photos On voit des photos du temple, par exemple, de Mâcon. On me les a prêtées du temple de Mâcon qui a été séquestré au moment de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, j'ai pas pu avoir celle de Châlons. D'accord. Et on voit des photos de frères et de sœurs? Oui. Donc là, vous avez l'autorisation des familles ou pas? Oui, j'ai l'autorisation des familles. J'ai même eu l'autorisation, par exemple, de M. Druard. M. Druard, un illustre élu politique. De quelle ville? Élu politique où? Il était élu à Pierre-de-Bresse, mais il avait beaucoup d'ambition, ce garçon. Et c'est grâce à lui, par exemple, que le temple du 46 Grand Rue existe. Et M. Druard, carrière de notable, était banquier, à Châlons. Il avait une maison à Frétran. Monsieur Druard est une victime de la crise 29 à Châlons. Les Chalonnais qui avaient placé de l'argent à la Banque Druard manifestent dans la rue pour avoir remboursement. Donc il se démet de ses mandats de conseiller général et de maire.
Monsieur Druard, qui avait une cinquantaine d'années, dont l'épouse ne travaillait pas, mais j'y reviendrai après sur son épouse. Monsieur Druard, il se retrouve à la rue. Il n'y avait pas Pôle emploi à l'époque. Et les conseillers généraux, de tendance radicale socialiste, qui était majoritaire, lui trouvent un emploi réservé à l'hospice départemental comme économe. Monsieur Druard meurt en 1951. Il n'y avait qu'une dizaine de personnes, dont 3 ou 4 francs-maçons, à ses obsèques civiles au cimetière de l'Est. Pourtant, on dit que la maçonnerie, la devise, c'est liberté, égalité et fraternité, que les francs-maçons sont soudés et qui prêtent le serment d'aider leurs frères ou leurs sœurs en cas de problème. Et là, non plus. Alors, je parlais de M. Druard. Sa femme a un parcours intéressant. En 1910, elle est institutrice. Donc, elle enseigne dans les écoles en Bresse. Elle se met en disponibilité. Elle passe le concours pour devenir avocate en 1911. Elle ne va pas plaider. Néanmoins, c'est une des premières femmes à être avocate dans cette région. Madame Druard reprendra dans les années 30, après les déboires de son mari, ses fonctions d'institutrice à Ouroux-sur-Saône. Et à l'époque, la famille Druard avait un chauffeur pour dire que le train de vie était important de cette famille radicale socialiste. ce livre, donc, qui parle de loges, de franc-maçonnerie en Saône-et-Loire et surtout des gens, hein, parce que c'est des biographies, hein, c'est des histoires, vous nous avez montré par vos exemples ces histoires. Est-ce que ce livre, il est réservé aux francs-maçons ou est-ce qu'il peut intéresser tout le monde? Tout le monde, je pense que toute personne qui est intéressée par l'histoire locale peut se l'acquérir. On pourra le trouver à partir de mardi prochain au Gré du Vent. C'est quoi le Gré du Vent? Une librairie rue du Blé à Châlons. D'accord. Et à mon adresse personnelle aussi. Donc voilà, donc on peut pas l'avoir à la Fnac ni sur Amazon. Pas pour l'instant. J'ai déjà je vais vous raconter une anecdote. Oui, racontez-moi. J'ai cherché un imprimeur il y a un certain temps. Je me suis fait blackbouler. Pourquoi vous avez fait blackbouler? Parce que c'était un livre sur la maçonnerie? Non, parce que ça n'intéressait pas les libraires, les imprimeurs, les maisons d'édition. On m'a dit autre truc, c'est local. Ouais. Depuis une seule annonce parue dans Facebook. Ouais. J'ai été contacté par deux éditeurs qui sont prêts à négocier les droits d'auteur. Donc, incroyable, mais vrai. Alors vous en avez fait tirer combien? Donc c'était imprimé à Dijon, c'est ça? C'était imprimé à ICO, imprimerie coopérative ouvrière, qui est une très vieille imprimerie, sans doute la plus ancienne de Dijon. Et j'avais un ami qui était directeur aussi d'imprimerie, avec qui j'ai commencé, alors qui n'était pas du tout franc-maçon, qui a été pigiste au journal de Saône-et-Loire, Laurent. Parce que vous avez été journaliste au journal de Saône-et-Loire, avant de vivre à Châlons, d'être à vivre à Châlons. Tout à fait, et à Châlons TV. Et à Châlons TV. Et Laurent, qui est décédé il y a 2 ans, a dirigé cette imprimerie et par fidélité, j'ai voulu que ce soit eux qui soient imprimeurs. On est très à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires. Alors ce livre... 33 €. 33 €. Là, je ne gagne pas un radis. Je peux vous assurer que c'est... Écoutez, combien de pages? 320 pages. J'ai failli à la 333. Mais... Oui, ça aurait été bien. Ça aurait été symbolique. Mais... Et est-ce que votre obédience, la GLTSO, est-ce que votre obédience soutient, bon, je pense que moralement elle soutient, mais est-ce que... Financièrement, elle soutient un petit peu, parce qu'elle prendra en charge certains frais. Un petit peu, mais c'est un coup de main, c'est un coup de pouce, quoi. Ouais, donc de ce livre, vous n'allez pas tirer... Ah non, j'y perds plutôt de l'argent. Enfin, je suis pas là pour gagner, ni pour en perdre, mais je perds plutôt de l'argent. C'est moi qui fais toute la promotion, je fais des kilomètres pour emporter chez les personnes qui achèteront, parce que les frais d'export, c'est 10... Pour envoyer cet ouvrage, c'est 10 €. Même si c'est un livre? Même si c'est un livre. D'accord, je crois qu'il y avait des tarifs. Non, il n'y a pas de tarifs. C'est fini. C'est fini. Alors donc, est-ce que vous allez faire des dédicaces? Parce qu'à Châlons, nous avons notre maire qui a fait des nombreuses, même hors département, dédicaces sur son livre, sur la ligne de démarcation. Est-ce que vous allez faire un petit peu le tour de la Saône-et-Loire pour aller signer votre livre dans les librairies ou dans les loges?
Ce sera rencontre avec les lecteurs. J'ai un rendez-vous qui est en cours de négociation au Autun. Un autre, mais j'ai été invité par un club service à Châlons. Et donc, c'est en cours de discussion et sans doute au gré du vent. Oui, mais rencontre avec les lecteurs. Donc à Mâcon, partout, c'est envisageable. C'est envisageable. Et est-ce que vous allez présenter votre livre dans les 30 loges Je pense pas, non. Non, pourquoi ça devrait intéresser vos frères et sœurs. C'est leur histoire aussi. C'est leur histoire. Mais bon. Non, je pense pas. Non, bon, bah écoutez, tant pis. Et par contre, je serai présent au Salon du Livre Maçonnique à Lyon. D'accord, qui a lieu quand? Mois de novembre, mi-novembre. Ok. Ils m'ont contacté. Et est-ce que vous allez contacter les librairies, les librairies parisiennes typiquement maçonniques? Oui, au moins une. Une qui va sûrement être intéressée. Sans doute parce qu'il y a, on parle de maçonnerie. Il y a des Saône-et-Loiriens aussi à Paris. Sur la page 1, il n'y a pas de franc-maçonne. Je pense qu'il y en a une qui aurait pu avoir sa photo, qui s'appelait Monique Demougeot, qui était la femme d'un vétérinaire de Pierre de Brest, qui est décédé il y a seulement 10 jours. Et j'ai rendu hommage à cette dame qui m'avait donné beaucoup d'informations et qui m'avait encouragé à publier cet ouvrage. Alors pourquoi il n'y a pas de femmes? Parce qu'au début du XXe siècle... Jusqu'au XXe siècle... Il n'y avait pas de femmes. Pas de femmes. Donc il y a des femmes maçonnes au XXe siècle, mais elles ne sont pas encore mortes. Il y a quelques sœurs qui sont en photo à l'intérieur. Il y en a 2 ou 3, je crois. Qui sont mortes? Qui sont décédées. Décédées, d'accord.